de se présenter un peu différemment auprès de nos participants aujourd'hui à travers le partage d'un livre, un film ou une musique qui vous inspire, qui vous représente et pourquoi. Donc, à vous la parole. Bah, je vous laisse un à la fois se présenter. Donc, qui veut se lancer? Je peux y aller si vous voulez. Bonjour à tous et à tous. Déjà, merci beaucoup de m'avoir invité à participer à ce webinaire. J'en suis ravie. Et donc, pour me définir le mieux, je vous proposerai le livre de Rutger Bregman qui s'appelle Humanité, qui permet de voir la manière dont les récits de société nous teintent dans une certaine vision de l'humanité qui a eu son heure de gloire dans une forme d'approche systémique qui n'est pas tout à fait celle vers laquelle nous souhaitons aller, mais qui montre aussi que les récits sont une vraie constituante en fait de la manière aussi d'approcher le système avec d'autres biais. Donc, Humanité, Rutger Bregman, et surtout le passage sur la manière dont Sa Majesté des Mouches, livre best-seller qui a teinté beaucoup de programmes scolaires du collège jusqu'au lycée, a pu engrammer dans la tête de nous tous, une certaine vision de l'humanité qui n'est pas la réalité. Et donc, je vous invite, voilà, je fais un peu de teasing pour aller voir uniquement, si vous n'avez pas trop le temps, le chapitre qui concerne Sa Majesté des Mouches et la déconstruction justement de ce récit. Merci beaucoup, Elsa, pour ce Je peux partage. poursuivre. Allez-y. Euh, alors, Diane et Ia savent à quel point je déteste les icebreakers. Je tiens à le dire d'abord. Je me suis donc creusé la tête pour trouver cet album de Archie Shepp qui s'appelle Attica Blues, qui est un album de jazz. Je l'ai choisi pour trois raisons. La première, c'est que je ne viens pas d'un milieu dans lequel on écoutait du jazz et c'est donc quelque chose que j'ai été chercher de moi-même et j'ai beaucoup souffert à écouter du jazz, à pas comprendre pourquoi cette musique pouvait intéresser des gens avant de l'apprécier moi-même. Ça parle de questions de persévérance. La deuxième, c'est que c'est un album qui suit une révolte dans les prisons de New York, la prison de Attica, dans lesquelles de nombreuses personnes noires pour l'essentiel ont été tuées par les forces de l'ordre à l'époque. Et au lieu d'être un album de colère, c'est un album de joie. Et c'est un album qui, au lieu de dire nous sommes seuls contre les autres, dit mettons-nous tous ensemble. Donc, je pense que c'est un message qui résonne un peu en ce moment. Et puis, une troisième raison qui est que c'est un album qui est beau, qui est chouette à écouter et qui donne de l'espoir. Important quand on travaille sur les transitions socio-écologiques comme je le fais. Merci beaucoup, Thomas. Yes, tu veux te lancer? Ouais, merci beaucoup. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravi d'être présent ce midi autour de cet enjeu d'approche systémique. Alors moi, le livre, du coup, ça va être un livre, le livre que je vais vous recommander, mais plutôt qui correspond un petit peu à une passion chez moi, c'est le bouquin d'Alessandro Barbaglietti qui s'appelle Le coup du fou, qui retrace un peu la finale de 72 entre Bobby Fischer et Boris Spassky, voilà, une finale d'échecs sous fond voilà, de guerre froide, d'enjeux diplomatiques internationaux. J'ai choisi ce livre parce que les échecs, pour moi, c'est une grande passion, ce qui peut être un peu cliché quand on est dans des démarches d'observation, d'exploration, d'enquête. Aimer les échecs, ça paraît être un peu cliché, mais j'adore. C'est vraiment une pratique que j'aime beaucoup et qui permet aussi d'accepter un petit peu la complexité. Je vais en parler un petit peu tout à l'heure, mais ça permet aussi d'accepter la complexité, de se projeter aussi dans de la stratégie. Moi, je peux passer des heures à analyser une position en particulier. Voilà, c'était la petite recommandation de mon côté. Ben, merci beaucoup. Merci à tous les trois intervenants de savoir présenter un peu différemment. Et du coup, d'autant plus qu'on a beaucoup de participants aujourd'hui, maintenant on va vous
proposer du coup à vous la parole aussi. Donc, on voulait vous proposer d'interagir par vous poser une question donc, qui va apparaître sur votre écran. Donc, on vous invite à cliquer sur la réponse qui vous correspond le mieux. Donc, la question, Diane, est-ce que tu arrives à lancer le sondage? Hop, on a des Je personnes qui... vois que le sondage a déjà été lancé quand je suis allée lancer. Est-ce que je vois qu'il y a 17 personnes qui ont déjà répondu? OK. Donc, l'idée, c'est de vous partager, du coup, Ah, comment est-ce que vous jugeriez votre connaissance de l'approche systémique, qui est la thématique de notre webinaire aujourd'hui, entre très bonne connaissance, connaissance moyenne, aucune connaissance. Je ne sais pas si c'est possible pour toi de partager les réponses. oui, oui, on va voir les réponses. Hop, mettre fin au sondage. S'il y a quelqu'un qui veut encore répondre, qui vous voyez ça sur votre écran, n'hésitez pas. C'est parti, fin au sondage. Je partage les résultats. Donc, est-ce que vous voyez les résultats sur votre écran? Oui, Bah, Ouais, ok, merci. top. Donc, nous pouvons voir que nous sommes plutôt entre connaissance moyenne et bonne connaissance. Voilà. Et du coup, ça tombe bien. Du coup, on va vous proposer d'approfondir sur le sujet. Et pour ce faire, du coup, on va proposer à nos trois intervenants euh, de répondre à des questions qu'on souhaiterait leur poser pour donner plus de visibilité sur le sujet. Donc, ce que je vous propose, c'est que, il y a une première question qui ce sera la même pour tous les trois. Donc, on aimerait bien avoir l'avis et la perspective de chacun de nos intervenants. Et après, il y aura des questions spécifiques pour chacun d'entre vous par rapport à vos spécificités de travail et expérience. Est-ce que ça vous convient? Donc, je me permets du coup de lancer la première question. Alors, je vous laisse le choix de choisir qui souhaite commencer. Donc, pendant cette réflexion, du coup, je vous pose la question. Donc, selon votre expérience et vos connaissances, comment définirez-vous la notion de l'approche systémique? Donc, qui souhaiterait se lancer en premier, sachant qu'on moi on je vous peux donnera... commencer si tu veux, Inès. Ok, super. On vous J'ai propose jusqu'à 5 minutes par question, si ça vous va. ouais. J'ai quelques diapos, mais avec presque rien d'écrit dessus, hein, donc c'est histoire d'illustrer essentiellement. Euh, J'aime bien les résultats du sondage parce que une des valeurs essentielles de l'approche systémique, c'est l'humilité. Et donc, personne ne se dit très connaisseur. Je ne sais pas si c'est une question d'humilité ou réellement une réalité. Une définition qui est très simple de l'approche systémique, c'est de dire que on saisit une situation par le milieu, par les connexions, par les relations entre différents objets plutôt que par les objets eux-mêmes. C'est-à-dire que quand vous regardez une situation, une politique publique, un quartier, un territoire, la façon habituelle, normale qu'on a de regarder un objet, de l'analyser, c'est toujours par ses parties, hein. Si j'étudie une école, je vais peut-être analyser le bâtiment, il y a des gens qui vont regarder son environnement, on va regarder les enseignants, on va regarder les élèves, on va regarder les parents d'élèves, etc. Ça, c'est la façon classique de faire. Mais si je regarde cette école comme un système, alors ce qui m'intéresse sont d'abord les relations de ces différents acteurs ou les objets entre eux, dans leur ensemble. Ce qui va m'intéresser, plutôt que les enseignants ou les élèves, c'est leurs interdépendances, hein. Je ne vais pas seulement regarder les enseignants, le programme des enseignants, si les élèves apprennent. Je vais me demander comment les relations multiples qui se forgent entre les élèves, les enseignants, font que l'enseignant il enseigne d'une certaine façon, les élèves ils se tiennent en classe d'une certaine façon, et qu'on apprend d'une certaine façon dans son école. Et plus je vais ouvrir ma focale, plus je vais essayer de regarder l'ensemble des éléments qui peuvent expliquer une situation. Je vais avoir une espèce de dessin d'ensemble avec toutes les relations, toutes les interdépendances qui font cette école, hein.
et qui explique que les choses s'y font d'une certaine façon. Alors, j'ai mis des champignons sur cette image, d'abord parce que j'ai pas mangé et que c'est important de se nourrir avec des images à défaut de nourriture. Mais parce que, bah, vous savez peut-être, mais les champignons, sont en fait les fruits temporaires d'une structure qui est sous le sol, qui est le mycélium, hein. Je ne suis pas du tout mycologue, alors on va s'arrêter là sur les explications, mais une façon de voir cette différence des approches, c'est que classiquement, on a tendance à s'intéresser aux champignons, alors que l'important, c'est le mycélium et les relations qu'il organise avec les organismes autour de lui. Et c'est ça sur la durée qui est important et qui va expliquer, par exemple, qu'un écosystème forestier fonctionne bien ou ne fonctionne pas bien. Donc, l'approche systémique, la pensée systémique, c'est une façon de voir les choses, c'est un regard d'abord. Et tout le monde d'ailleurs peut s'y essayer. C'est une façon de changer ses perspectives sur un problème. Vous pouvez le faire sur votre territoire, vous pouvez le faire sur votre organisation. Et même si vous essayez de comprendre ce qui se passe quand votre garçon ou votre fille passe à l'adolescence et que c'est la guerre à la maison, bah, c'est très bien. Ça ne les intéresse pas, mais c'est très bien. Euh, Nous, la question qui nous intéresse, et je vais juste bouger un petit peu le sujet, c'est plus sur les politiques publiques, c'est la question du changement systémique plutôt que l'approche systémique elle-même. C'est-à-dire que là, on va plutôt se dire, j'ai une situation qui ne va pas, je voudrais qu'elle change et comment est-ce qu'elle peut changer? Et je vous ai mis cette diapo que vous connaissez peut-être, qui est une diapo, qui est une carte systémique sur les clés de de la stabilité en Afghanistan, juste après la guerre en Amérique. Puis vous avez la citation du général qui gérait l'armée américaine à ce moment-là et qui dit, bah, quand on aura compris cette diapo, on aura gagné la guerre. Pourquoi je mets ça, c'est que, disons que pour caricaturer, l'approche systémique, c'est une approche qui traditionnellement met beaucoup d'importance à décrire les systèmes, comment est-ce qu'ils évoluent ou non, avec aussi la volonté peut-être de prédire l'évolution de ces systèmes. Là où les gens qui travaillent sur le changement systémique ont besoin d'avoir une connaissance des systèmes, mais vont d'abord chercher à les faire bouger. Et plus le système est complexe, plus ils vont insister sur les façons de faire bouger les systèmes et se comprendre comment est-ce que ce qu'ils font fait bouger les systèmes, plutôt que de se centrer sur la connaissance des systèmes. Alors, c'est toujours la base hein, d'essayer de comprendre les systèmes dans lesquels on travaille, mais plutôt que de se dire, je comprends d'abord le système et ensuite je vais agir, je vais considérer que c'est par mon action que progressivement, je vais de mieux en mieux comprendre les systèmes dans lesquels je suis. Je vais de mieux en mieux identifier les facteurs qui font qu'une situation est bloquée. Je vais de mieux en mieux comprendre qu'est-ce qui pourrait amener des changements, ce qui demande bah, d'expérimenter, de tester des choses, etc. Donc, je vais beaucoup plus me concentrer à comment on passe d'un système qui est bloqué, qui amène beaucoup de conséquences négatives, à un système qui générerait du positif pour les gens, pour l'environnement, etc. Donc, on ne peut pas vraiment rentrer dans les détails ici, mais cette approche du changement systémique, c'est plus qu'un regard, hein. Je disais, l'approche systémique, c'est un regard. C'est d'abord un changement dans la manière de faire, dans la manière d'agir. Et puis, quelques points pour m'arrêter là. Premier point, c'est une approche qui oblige à être très humble sur ce qu'on comprend des systèmes et sur ce qu'on peut faire en particulier sur ce qu'on peut faire tout seul vis-à-vis de systèmes qui peuvent être énormes et qui peuvent être très compliqués. Il faut accepter que les systèmes, ils sont retranchés, hein, pour rester dans la métaphore guerrière. Ils ont des systèmes de protection. C'est-à-dire, si on attaque les systèmes d'un côté, ils se rebiffent puis ils nous attaquent de l'autre. Et donc, ça amène beaucoup à accepter, d'une part, que tout seul, on ne fait pas grand-chose, que d'autre part, il y a des très fortes incertitudes sur ce qu'on fait. Euh, un autre point important, c'est d'accepter que même si on fait très bien, on peut créer les conditions d'un changement systémique, mais on ne crée jamais le changement. On aura peut-être cette discussion, mais moi je ne parle pas d'impact systémique parce qu'on n'a jamais d'impact systémique. Mais on peut créer les conditions pour que ce changement systémique il arrive. Par contre, qu'il arrive, ça dépend beaucoup du hasard, ça dépend beaucoup d'autres forces qui sont très présentes. Ça dépend aussi très fortement de la résistance des systèmes.
Autre point important, il n'y a pas, quand vous avez une approche de changement systémique, il n'y a pas de facteur central qui expliquerait tout et donc il n'y a pas de baguette magique. Donc on est très méfiant des gens qui vous disent il suffit de faire ci, il suffit de faire ça, ça va fonctionner. Il y a toujours multiplicité de facteurs et tout l'enjeu des approches de changement systémique, c'est de trouver des portes d'entrée un peu dans les systèmes, des façons un peu originales d'intervenir sur les systèmes qui peuvent changer ces systèmes. Et ça, c'est un point essentiel. Et puis, enfin, ça amène à penser en termes de temporalité, de conditions. C'est-à-dire, qu'est-ce que sont toutes les choses que je dois faire pour peut-être amener ces changements systémiques et comment est-ce que je m'inscris dans le temps? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui permet de créer les conditions pour que demain, je puisse faire quelque chose de plus ambitieux? Et ça, c'est difficile parce que ça veut dire qu'on doit beaucoup tâtonner, beaucoup s'adapter. Et comme les systèmes sont imprévisibles, ce qu'on faisait de bien il y a quelques années peut-être ne fonctionne plus au bout de quelques années. Et voilà. Et je m'arrête là juste sur un dernier point pour dire qu'un dernier enjeu de ce changement systémique, c'est comment on atterrit. On a très souvent des gens qui sont très investis dans comment on amène le changement, mais les systèmes bougeant tout le temps, la question c'est aussi comment on arrive à un système, une nouvelle configuration qui sera souvent pas parfaite, qui sera souvent pas le futur qu'on désire, mais qui est peut-être suffisamment acceptable pour qu'on puisse vivre dedans. Et donc comment on crée des compromis, des coalitions d'acteurs, des nouveaux systèmes institutionnels dans lesquels potentiellement on peut vivre et qui sont acceptables pour nous. Merci beaucoup, Thomas. Est-ce que Elsa ou Yes, un de vous deux souhaite se lancer? Vas-y, It's Elsa. up to you, Ilias. Tu veux que j'y aille? Allez-y. Ouais, je Oui, vais je t'en pas prie, Elsa. paraphraser ce que vient de dire Thomas, parce que je pense qu'on a un peu fait le tour de la question, donc on n'apportera pas grand-chose, même si l'approche systémique se nourrit aussi des interactions. Donc ça aurait été tout à fait judicieux que j'apporte mes two cents. Moi, ce que j'ajouterais quand même, qui me semble essentiel, c'est que c'est bien beau de changer de regard sur les systèmes si on commence pas par changer de regard sur soi-même, sur sa propre perception, sur sa connaissance de soi. Ça ne sert pas à grand-chose parce qu'on continue à reproduire des représentations et des reproductions qu'on se fait des gens, des situations et qu'on est assailli de nos biais de confirmation, nos biais de représentation. Donc ça passe déjà par une propre remise en question de son système de pensée interne et pas uniquement de sa capacité à regarder différemment et les interactions qui existent dans l'univers dans lequel on est. Et c'est aussi pour ça, quand on parlait de changer de regard, que je me permettais en insiste dans le cadre de l'icebreaker de mentionner à quel point les récits sont cruciaux. Les récits dominants sur la manière de coopérer, la manière de collaborer, la manière d'être avec l'autre, la manière d'être de ce qu'on pense du service public, de ce qu'on pense des institutions, de ce qu'on pense des associations, de ce qu'on pense des entreprises, qui nous renvoient en fait systématiquement à une forme d'identité qui n'est pas la réalité, mais qui est celle qu'on entretient parce qu'on est aussi complice et prisonnier de cette propre réalité-là et qui empêche parfois ces coopérations. Ensuite, c'est évidemment l'humilité fondamentale parce qu'on ne sait jamais vraiment ce qui va arriver. Même si on adore faire de la prospective, il n'y a jamais eu autant de cabinets de prospective qui ont été en ce moment contractualisés pour prévoir ce qui va arriver. Ça vous prouve à quel point aujourd'hui nous sommes dans une incertitude totale avec un besoin de se raccrocher à quelque chose alors qu'on s'aperçoit que le système, à partir du moment où on a bien compris les interdépendances et les gens qui sont derrière en fait ces éléments du système et la manière dont ces personnes-là réagissent, on peut ou pas arriver à une transformation, en tout cas un premier pas de transformation. Donc ça, c'est un point qui me paraît essentiel. Donc j'ajouterais dans le cadre de l'approche systémique que la psychologie, la connaissance de soi, c'est une donnée fondamentale aussi à prendre en compte et que sa relation aux autres, son regard sur les autres est vraiment clé. J'avais un ami anthropologue qui m'a légué une phrase en héritage que j'adore, qui dit: Tu peux ignorer tellement fort une personne qu'elle finit par douter de sa propre existence. Et je trouve que c'est assez juste, en fait, quand on regarde l'intégralité des personnes discriminées, de voir que quand elles ne sont pas regardées, elles finissent par douter de leur existence. Et quand elles doutent de leur existence, il y a deux situations, une situation de grande dépression, grande détresse, de repli sur soi ou de colère. Donc c'est pour ça que c'est fondamental aussi d'arriver à un regard qui soit le plus équilibré possible et avec un traitement d'équité aussi sur les différentes personnes. Et à l'humilité, j'ajouterais en fait ces deux autres grandes qualités que Edgar Morin décrit quand il parle de la gestion de la complexité.
Aujourd'hui, il parle évidemment de l'humilité fondamentale, Thomas l'a très très bien rappelé, la coopération qui est clé aussi, mais il vaut mieux être de plus en plus dans des coopérations choisies que des coopérations subies, parce que quand elles sont subies, la plupart du temps, elles sont inefficaces. Et puis de bien manier aussi la notion de nuance qui pourrait en fait nous permettre de voir que tout n'est pas blanc ou noir et qu'une situation donnée à un instant A n'est pas la réalité. Et après, je peux vous renvoyer aussi aux 5 principes que chez Ashoka, on essaye de mettre en place pour appréhender en fait cette notion de systémie. C'est évidemment le collectif, mais ça, Thomas l'a rappelé sur l'aspect d'interdépendance qu'on peut avoir entre les éléments du système. Il y a aussi l'équifinalité, c'est-à-dire que la structure actuelle du système, ces interactions expliquent bien mieux son fonctionnement que l'histoire du système. Souvent, on vous dit qu'il faut revenir à la racine. C'est vrai qu'on a eu tendance, même nous, Ashoka, à se dire attaquons la cause racine. La réalité, c'est que parfois une vision portée de ce qui se passe au moment même dans un dysfonctionnement du système est parfois plus probante que de remonter parce qu'en fait, à force de tirer les causes, il y a toujours une cause et une cause et une cause et une cause. Et on finit par revenir sur une conséquence et on est un peu perdu et on a besoin d'aller un peu plus loin aussi. D'où l'intérêt de bien mapper les différentes parties prenantes qui figurent dans ce système. Et puis, il y a un principe de totalité, c'est-à-dire que la vision systémique, elle considère le tout plus que comme la somme des parties. Euh, Ça permet justement de comprendre qu'il y a, par exemple, je prends une relation de couple. Souvent, ça marche bien quand on parle de relation de couple. Il y a donc le mari, la femme, et puis, enfin, en tout cas, les 2 personnes du couple. Mais la troisième personne du couple, c'est la relation que ces 2 personnes-là tissent entre elles aussi, qui est souvent un élément encore plus important, qui justifie des réponses de l'un ou de l'autre, suivant justement sa propre histoire. Donc voilà, c'est vraiment garder en tête que cette somme des parties vaut mieux en fait que enfin, la totalité vaut plus que la somme des parties. Ensuite, une donnée qu'on n'a pas évoquée qui est importante chez Ashoka, donc nous, vous savez, c'est un peu comme la Bible et les évangiles. On a chacun sa propre lecture après de ce qu'on fait du corpus commun de l'approche systémique. Et nous, il y a un élément qui est fondamental pour nous, c'est de mettre les premiers concernés aussi au cœur des dispositifs. Et donc de révéler le pouvoir d'agir pour faire en sorte que tout le monde puisse accéder justement à une part de la transformation de ce système-là, en révélant le pouvoir d'agir et en incapacitant les premiers concernés dans le cadre des dispositifs qu'on peut mettre en place. Voilà. Et puis donc je l'ai rappelé la place des récits et après j'ai une petite image, je ne sais pas si elle parlera à certains d'entre vous, mais je suis en pleine revisite de Prison Break, cette série dont je pense beaucoup d'entre vous ont entendu parler. Et quand je vois le dos de Michael Scofield avec son tatouage, et quand je vois ce qu'il a mis par-dessus, pour autant c'est le plan de la prison pour sortir, pour moi c'est une formidable métaphore de ce qu'est l'approche systémique quand on commence à mapper un système et qu'on voit bien justement qu'il faut se départir de pas mal de choses pour voir les meilleures voies pour transformer profondément la société. Voilà. Merci beaucoup, Elsa. Euh, je te laisse la parole, Yes. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup Thomas et Elsa pour avoir effectivement dessiné un trait très exhaustif de ce qu'on peut entendre effectivement par approche systémique et de ses conceptions. Alors, mon expérience et mes connaissances sont évidemment liées à celles d'activation. Donc, ce que je vous propose peut-être pour apporter et nourrir un petit peu cette réflexion autour de l'approche systémique, c'est de faire un détour autour peut-être d'éléments de contexte autour de l'intervention d'activation au sein des QPV. Donc, nous, on intervient depuis 2014 auprès des personnes en recherche d'emploi voilà, pour réduire les risques psychosociaux liés aux périodes de transition en développant les compétences psychosociales. Et en 2018, on a intervenu pour la première fois dans les territoires quartiers prioritaires politiques de la ville, dans un premier temps sur les territoires de Schiltigheim et Bischheim, au sein de l'Eurométropole de Strasbourg. Et c'est en fait en rencontrant les différentes parties prenantes avec lesquelles on pensait être amené finalement à travailler que c'est par leur récit, comme tu le disais Elsa, qu'on s'est rendu compte effectivement de la complexité de l'écosystème dans lequel ces acteurs étaient pris et in fine dans lequel nous sommes pris également aussi par la suite et du niveau d'interdépendance très élevé entre ces acteurs. Donc, quand j'entends complexité d'écosystème, j'entends notamment euh, beaucoup de zones d'influence qui interagissent les unes avec les autres et dans lesquelles finalement les acteurs sont pris, qui dessinent, voire redessinent même les liens entre eux et qui agissent en fait sur leur niveau de complémentarité.
et in fine sur les effets qu'ils sont en capacité de produire. Donc ça, c'est un premier travail finalement d'analyse qu'on a fait par intuition, c'est-à-dire qu'on y allait vraiment de cette manière-là en utilisant des éléments de posture. Donc on a fait ce premier travail de compréhension de l'écosystème, ce qui nous a permis, avec notamment l'aide de Thomas, de cartographier nos parties prenantes, d'identifier quelles sont à nous nos zones d'influence, nos zones de contribution, où est-ce qu'on agit, auprès de qui on agit, quelle est la bonne place, quelle est notre bonne place au sein de l'écosystème pour justement agir potentiellement sur des freins qui existent et faciliter leur résolution et créer les conditions de changement systémique, comme tu le disais Thomas, lors de son intervention. Donc, on a adapté un peu notre posture pour faciliter en fait la reconstruction de réponses avec les différentes parties prenantes. Donc, ces 4 dernières années que j'ai occupées dans le cadre de mes missions à observer, enquêter, mesurer les effets de transformation qui sont celles d'activation m'ont finalement amené à penser que cette démarche intuitive qu'on avait lors de nos premières interventions au sein des QPV était en fait une approche systémique, mais sans vraiment le conscientiser de cette manière-là. Et pour répondre un peu à la question et pour ajouter certains éléments, euh, j'ai le sentiment que dans la question de l'approche systémique, il y a des enjeux de posture. Comme vous le disiez, il y a cette question de la posture réflexive. On est presque finalement des enquêteurs, des observateurs au fil de l'eau pour apprendre des récits des acteurs. Comment est-ce qu'on emmène finalement nos parties prenantes, nos propres parties prenantes à se raconter différemment, à parler de leurs freins, mais aussi de leur vision du futur désirable vers lequel ils veulent tendre. Et une posture d'écoute, de travail empathique pour créer des liens de confiance, pour réussir à faire finalement collectif et dépasser un petit peu une forme de réalité vécue avec un ensemble de freins et de biais pour viser une vision collective. Donc, il y a vraiment cette idée de mieux comprendre les parties prenantes, de prendre soin de nos parties prenantes, des interactions qu'on a avec elles. Donc, accepter finalement que effectivement, il y a des représentations qui peuvent être différentes, des croyances, des contraintes aussi liées aux postures professionnelles, des objectifs, alors même que finalement, on vise tous et toutes une transformation positive, un objectif de résolution de problèmes publics qui est finalement l'amélioration des conditions de vie des habitants dans les QPV, même beaucoup plus largement. Donc, il me semble que l'approche systémique, c'est aussi un outil au service du pouvoir d'agir des acteurs, en mettant à contribution les acteurs dans cette phase de réflexion, en donnant à penser une compréhension collective. Bah, on donne aussi des clés d'action pour faciliter justement ce pouvoir d'agir-là, mais collectivement. Et peut-être pour conclure, un petit peu comme je l'ai identifié au sein d'Active Action, j'ai le sentiment que un certain nombre d'entrepreneurs sociaux, d'acteurs associatifs, même d'acteurs publics et de services publics de l'emploi et j'en passe, finalement ont déjà un peu, euh, alors pas consciemment, mais ont déjà mis en application des éléments d'approche systémique. L'enjeu, c'est de se dire comment est-ce que finalement on partage ces outils-là d'une manière collective pour viser effectivement un changement systémique et comme tu le disais, Thomas, créer les conditions de changement. Merci beaucoup, Ias, Thomas et Elsa. C'est super intéressant. Donc, comprendre la complexité de l'écosystème, comprendre la complexité de soi-même, comprendre notre place et le rôle d'interaction avec les parties prenantes. C'est quelques phrases qu'on retient, mais c'est beaucoup plus large, beaucoup plus complexe que ça. Et si on devrait vous poser la question, concrètement, on fait comment alors? Donc, je vais poser la question de façon différente à chacun de nos intervenants pour avoir quelques exemples. Donc, je vais commencer par Thomas, si ça te va, Thomas. Au regard, en fait, des expériences de politique publique que tu as pu mener, est-ce que tu as des exemples concrets d'approches systémiques qui ont facilité l'amélioration positive sur les territoires? Que tu pourrais nous partager quelques exemples? Ton micro est coupé, Thomas, si jamais on t'entend pas. Pardon. Mais c'est parce que j'espérais que vous liriez sur mes lèvres et que ainsi, voilà, on y aurait un petit défi supplémentaire à ce webinaire. Je voudrais insister sur une chose, c'est que
des changements systémiques interviennent en permanence sur énormément de sujets. C'est-à-dire que c'est pas ah là là le changement. Enfin, ou en tout cas, on a une croyance dans le fait que des changements systémiques sont possibles. Sinon, on fait autre chose. On peut faire ermite, par exemple. En ce moment, c'est pas mal pour éviter de vivre dans l'actualité. Euh, je prends cet exemple qui peut-être parlera à beaucoup de gens. C'est celui de la mortalité routière. C'est le graphique que vous avez à gauche. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'on est passé de près de 20 000 morts sur les routes en 71-72 à 3 000 en 2023? C'est un changement systémique profond dans lequel tout le système a progressivement bougé, les gouvernements, les industriels, les autorités, etc. Vous savez peut-être, et ça, ce sont des changements qui n'ont pas été annoncés comme étant systémiques, c'est-à-dire que le système a changé, mais personne n'a lancé une approche systémique. Il y a eu un certain nombre d'interactions entre les acteurs, il y a eu la pression de l'opinion. Il y a eu énormément de choses qui, ensemble, ont amené à un changement majeur. Et aujourd'hui, il y a des approches systémiques qui visent à arriver au zéro mort. En Suède, par exemple, il y a quelque chose qui arrive un peu partout en Europe maintenant qu'on appelle Vision Zéro, où on dit, mais comment est-ce qu'on va plus loin pour finalement créer une situation dans laquelle il n'y a plus personne qui meurt sur les routes. Et en même temps, de nouveau, il n'y a aucune certitude. C'est-à-dire qu'il faut toujours se méfier de la vision dans laquelle on se dirait, bah, ça y est, ça c'est bon, c'est réglé, on est pas mal. Par exemple, aux États-Unis, où la mortalité descendait comme en France depuis plus de 30 ans, et ben, avec l'augmentation des SUV, avec les problèmes urbains qu'ils ont, etc., aujourd'hui, la mortalité remonte très fort, hein. Et donc, on voit qu'on a un souci. Euh, je voulais aussi illustrer ce qu'on disait tout à l'heure sur les questions de long terme, sur le fait qu'on travaille à l'intersection de plusieurs sujets avec plusieurs acteurs, avec la carte de droite. Peut-être certains d'entre vous l'ont vu dans Horizon Public il y a quelques mois. C'est une carte que j'aime beaucoup, c'est celle de la pollution lumineuse. Et vous voyez, à chaque fois que le point est sombre, c'est que la pollution lumineuse a baissé. Par exemple, à Vichy, là au milieu, c'est moins 80%. Je vous fais réviser votre géographie de France en même temps. Ce qui est intéressant avec cette carte, c'est qu'elle montre une baisse incroyable de la pollution lumineuse, 20% en un an après la guerre en Ukraine et la crise de l'énergie. Et ça, c'est d'autant plus énorme qu'en fait, cette pollution lumineuse, elle n'a jamais arrêté de monter depuis des décennies, hein. Elle n'avait jamais baissé. Depuis le choc pétrolier, elle n'avait jamais baissé. Mais c'est pas la guerre qui a provoqué cette baisse. La guerre, ça a été un déclencheur. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous avez depuis 20 ans, 30 ans des collectifs, des communes, etc., qui travaillent sur l'extinction la nuit, qui ont expliqué, mis en avant le fait que la pollution lumineuse, ça détruisait les écosystèmes, ça avait un rôle énorme sur l'effondrement de la biodiversité, euh, qui ont montré que c'était faisable techniquement, qu'il n'y avait pas plus d'agressions la nuit, que ça se gérait au niveau technique, que ça se gérait au niveau politique, etc. Et en fait, ce que l'on a vu à ce moment-là, c'est avec la guerre en Ukraine, c'est comment à un moment, un certain nombre de communes qui étaient prêtes mais qui n'avaient pas passé ce pas ont décidé en un an d'arrêter leur lampadaire la nuit, etc. Et ça aboutit à des changements qui sont d'un niveau systémique, hein, parce que une baisse de 20% de la pollution lumineuse, c'est gigantesque. C'est 80, 60, 80% dans certaines villes, etc. Et ça a des conséquences directes sur les écosystèmes, etc. Donc là, on est typiquement dans la situation où on a un travail qui a l'air d'être très limité, qui se fait à des niveaux très locaux, qui ne change rien sur les statistiques nationales. Et puis, en une année ou 2 années, on a des changements majeurs. Et ce qui est important à ce moment-là, c'est plus comment est-ce que maintenant on perpétue ce mouvement et on le stabilise, comment on évite que le système revienne comme avant, hein, les systèmes sont très élastiques, plutôt que la question de comment est-ce que ça se fait. Et ça illustre pour moi l'importance de la persévérance,
l'importance de travailler à l'intersection de questions énergétiques, environnementales, etc., l'importance de travailler avec des collectifs, l'importance de travailler aussi avec le politique et l'institutionnel pour aboutir à des changements. L'autre exemple que je voulais donner, là, c'est vraiment un exemple d'initiative locale qui est à visée systémique. C'est le projet Isopolis à La Réunion. Donc derrière, ce que vous voyez, c'est La Réunion. Et là, c'est des Réunionnais, des Réunionnaises qui font des choses, notamment un réseau de tiers-lieux, parmi plein d'autres choses. Là, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des gens qui, à l'origine, sont issus de la société civile. C'est pas des associations, c'est pas des autorités locales, c'est pas des collectivités. Ils font alliance avec des chercheurs et ils se disent comment est-ce qu'on pourrait mettre en place les conditions d'une société du bonheur à La Réunion. Et vous savez, ça c'est ce truc génial avec les gens de la société civile, c'est ils se disent bah tiens, pourquoi pas? Parce que ça serait bien en fait une société qui viserait à renforcer le bonheur des gens plutôt que l'économie ou etc. à tout craint. Et comme personne leur a dit que c'était impossible, ils ont essayé quand même, quoi. Et dans ce cas de la Réunion, ce qui est intéressant, c'est que peut-être que vous le voyez comme une île de carte postale, c'est une île de carte postale, mais il y a aussi énormément de pauvreté, il y a l'illettrisme, il y a les relations femmes-hommes, il y a les inégalités économiques. Et puis derrière tout ça, il y a le rapport à l'Hexagone, la question coloniale, qui sont des questions qui sont pas réglées, si vous voulez. Ils n'ont pas de problème avec les religions. Ça, c'est le point positif, mais ils ont plein d'autres soucis, quoi. Ils peuvent vivre en coexistence là-dessus, mais ils ont d'autres soucis. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un exemple de la façon dont on peut rentrer par une porte d'entrée spécifique, un peu différente, avec un changement de perspective pour agir de façon différente. Donc, eux, ils vont rentrer avec cette question du bonheur pour agir à plein d'endroits du système et découvrir le système au fur et à mesure qu'ils agissent. Ce ne sont pas des gens qui ont fait une cartographie systémique pendant 3 ans avant de se lancer. Ils ont d'abord agi. Et quand ils ont agi, ils se sont retrouvés face à énormément de problèmes, d'enjeux, etc., qui leur ont permis de comprendre au fur et à mesure le système. Donc ils se sont dit, si on veut une société du bonheur, il nous faut un indicateur du bonheur. Alors ils ont travaillé avec l'INSEE pour mettre en place un indicateur de bonheur réunionnais brut, hein, un peu comme le bonheur national brut que vous avez au Bhoutan et l'expérimenter. Ils se sont dit qu'il fallait changer les politiques publiques pour qu'elles prennent mieux en compte les spécificités réunionnaises. Alors, ils ont monté une formation sur la résilience culturelle réunionnaise avec le CNFPT. C'est une formation, les agents, ils sortaient, ils étaient en larmes parce que même les Réunionnais eux-mêmes ne connaissent pas leur propre histoire et à quel point elle affecte leur vie aujourd'hui. Ils ont vu comment ils pourraient expérimenter des politiques du bonheur avec les collectivités de l'île sur les questions de santé, d'éducation, etc. Et puis surtout, ils ont construit un réseau d'acteurs de tous les horizons pour essayer de s'accorder sur ce qui va pas, sur un futur désirable et tout, un peu comme l'a expliqué Yass. Alors c'est un projet qui s'est arrêté début 2023. Et je pense qu'il est intéressant aussi pour ça, c'est que quand on fait des initiatives qui visent au changement systémique, il y a énormément d'échecs. Il y a énormément de choses qui s'arrêtent, mais il y a aussi des choses qui se poursuivent. Notamment, on continue à former les fonctionnaires à l'histoire réunionnaise avec un succès énorme. Puis ça a semé pas mal de graines sur la coopération avec la recherche, la prise en compte du bonheur comme boussole de l'action publique. Et donc, la question un petit peu derrière, c'est plutôt comment on se sert de ces échecs pour construire un terreau qui se maintient, sur lequel on peut poursuivre avec d'autres initiatives systémiques, plutôt que d'imaginer qu'avec sa propre initiative, on va forcément tout régler. Voilà pour quelques exemples. Merci beaucoup, Thomas, pour ces exemples inspirants d'apprendre de ces échecs et aussi de retenir bien peut-être bientôt un indicateur de bonheur français, on ne sait jamais. On peut rêver, on peut se l'accorder. Et donc, je me permets de poser la question aussi à Elsa. On sait qu'au sein de Réseau Ashoka, Elsa, tu accompagnes plusieurs projets différents. Et il y a vraiment une multitude de rencontres enrichissantes, je suppose. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples de projets que tu as pu accompagner ou découvrir avec cette approche systémique?
Ah oui, bah ça va être difficile. C'est très dur de choisir parce qu'il y aura presque un peu de favoritisme si j'en présente un plutôt qu'un autre. Mais ne serait-ce que déjà dire qu'Activation est fellow Ashoka, donc parce que cette notion de changement systémique, en tout cas de volonté d'être dans un profond changement de société, fait partie de l'ADN même d'Activation. Ce qui est intéressant avec Ashoka, c'est on est en fait un peu des deux côtés de la barrière, c'est-à-dire qu'on a cette notion d'accompagnement très fort. Ashoka, pour ceux qui ne connaissent pas, est une organisation internationale qui travaille à la transformation profonde de la société et elle le fait par trois leviers. Le premier levier, c'est d'accompagner, de structurer, de financer et de déployer ceux qui le font déjà. Et bien souvent à bas bruit, mais ça je pense qu'on a saisi dans mon propos liminaire que la notion de récit et de visibilité et de médias est fondamentale aussi si on veut justement accélérer ces changements du monde. Le deuxième levier, c'est d'équiper, d'outiller ceux qui la transformeront demain. Donc on a un sujet extrêmement fort sur les aspects de jeunesse aussi, de faire en sorte de transformer les pratiques. Et c'est là aussi l'éducation est un levier fondamental de transformation des systèmes. Je reprends aussi ce dont je parlais tout à l'heure sur les récits dominants, sur les manières de coopérer ou pas. Et la troisième brique de notre action, c'est d'activer ceux qui vont pouvoir justement mobiliser ces récits, que ce soit les entreprises, les institutions, les pouvoirs publics et les médias notamment. Voilà, donc voilà la manière dont on agit, en tout cas chez Ashoka. Alors quand je reprends le premier levier qui est notre travail de fédération de communautés d'acteurs de changement, dans le monde, Ashoka, c'est à peu près 4000 entrepreneurs sociaux. La manière de les identifier et de les recruter est vraiment fait avec de la dentelle, presque de Calais, même au fin fond du Brésil ou en Malaisie puisque parmi les 5 critères de sélection des entrepreneurs sociaux qui vont faire partie de la communauté Ashoka, il y a l'impact systémique, c'est-à-dire qu'on essaye déjà d'aller déceler une manière de travailler qui va permettre de transformer profondément le système, c'est-à-dire d'avoir une volonté d'impact direct très fort, voilà, de venir, d'avoir une notion curative ou palliative quasiment immédiate, mais aussi de penser transformation de la manière de coopérer, manière de faire et de s'inscrire la plupart du temps dans une politique publique. Les 82 fellows d'Ashoka France sont potentiellement des politiques publiques en puissance. Ça a été le cas par exemple pour Unicité, qui est à l'origine du service civique en France dans les années 90, quand Jacques Chirac décide d'arrêter le service militaire, mais en ayant quand même une vocation à pouvoir prodiguer toujours une forme de citoyenneté auprès des jeunes publics. Bah, il voit l'action de Marie Trélucane d'Unicité qui revient des États-Unis, elle chargée aussi de connaissances concernant l'implication de la citoyenneté dès le plus jeune âge, en tout cas d'être dans le give back assez rapidement au sein du système scolaire américain. Elle se dit, il faudrait qu'on mette la même chose en place en fait en France. Et les choses se font de cette manière-là. Alors après, repris par tout un tas d'autres personnes, hein, puisqu'il y a l'agence du service civique aujourd'hui qui existe, il y a l'Institut de l'engagement aussi qui existe. Donc il y a tout un système qui s'est mis en place aussi pour aller valoriser cette accélération de la citoyenneté et de la mise au service des jeunes pour les associations. Donc ça, c'est un des exemples assez probants et marquants pour nous, puisque le service civique aujourd'hui a plus de 30 ans, et, évidemment. Ensuite, je pourrais vous parler également de Franck Billot du réseau Eco-Habitat. Franck Billot attaque le système par cette manière assez intéressante qui est de dire, je vais aller rénover les bâtiments des propriétaires précaires qui bien souvent ressemblent à leurs propriétaires, sont dans une grande précarité énergétique aussi, bien qu'ils soient propriétaires de leurs immeubles, de leurs maisons la plupart du temps. Et donc, il met à disposition tout un écosystème d'identification déjà des familles qui ont besoin de rénover leur habitat pour qu'elles ne soient plus des passoires énergétiques. Et en fait, en faisant ce premier acte de foi, qui est aussi, en fait, il avance les frais, parce que souvent, quand vous êtes avec des publics précaires, il y a une inalphabétisation assez forte. Il y a également le fait de ne pas avoir envie de comprendre la paperasse à laquelle on est confronté en fait pour demander ces subventions. Donc Franck gère tout ça, forme de délégation, il avance les frais, il remplit les papiers et il déclenche en fait la rénovation des bâtiments. Et en fait, ce qui se passe est assez merveilleux puisque à partir du moment où vous commencez à prendre soin de quelqu'un qui s'est exclu parce que son habitat justement n'était plus décent et qu'on finit par ressembler à son habitat, qu'on est malade parce qu'en fait les passoires, les murs sont en train de suinter en permanence, donc vous n'êtes plus
dans des conditions de santé réelles, vos enfants ne reçoivent plus non plus d'amis, vous êtes complètement exclus de la société, ben, quand quelqu'un vient chez vous et rénove votre habitat avec en plus des matériaux biosourcés qui sont respectueux de l'environnement et qui forment les artisans locaux justement au fait de se fournir en matériaux biosourcés, eh bien l'habitant, le propriétaire, ben, retrouve une forme de citoyenneté, réinvite à nouveau chez lui, reprend un parcours de recherche d'emploi et bien souvent ça finit par devenir conseiller municipal de sa ville parce qu'on est de nouveau soi dans une volonté de rendre en fait ce qu'on a reçu de la part d'un travailleur social comme peut l'être un Franck Guillot. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'avec Franck, on a réussi aussi à monter un partenariat avec EDF. D'ailleurs, je pense qu'il y a des gens d'EDF qui sont connectés, me semble-t-il. J'ai vu quelques logos apparaître tout à l'heure. Et on est extrêmement fiers de ce partenariat-là parce que ce qu'EDF nous a confié, c'est que la plupart du temps, il y a une difficulté. Bah, je vois Charlotte qui fait un pouce en l'air. Bah, très bien. Il y a une difficulté à aller identifier justement ces publics très précarisés. Et ils ont besoin d'avoir justement un innovateur social dont ça va être le métier principal. Et cette jonction entre les deux permet en fait d'éviter que la réponse d'EDF soit complètement massifiée, ce qui est le cas, hein, je veux dire, un domaine comme l'énergie, souvent la réponse elle est massifiée. On a besoin de pouvoir la rendre un peu plus proche de la dentelle de Calais, justement, pour pouvoir faire en sorte d'être dans l'intérêt général et pas l'intérêt d'une majorité. Parce que l'intérêt général, c'est l'intérêt de la totalité et pas l'intérêt d'une majorité. Donc ça, c'est aussi extrêmement important de le rappeler. Et puis après, l'autre brique, et je finirai par ça, c'est que je disais qu'on était un peu à la croisée des chemins chez Ashoka parce qu'on a ce côté accompagnement. Donc on développe cette approche, on les identifie, on les forme et on fait en sorte qu'ils la comprennent mieux, qu'ils comprennent le système auquel ils s'attaquent avec toute une batterie de formation, de mentors et autres, hein. Bon, je vois Elias qui opine du bonnet parce qu'il voit bien ce qu'Ashoka peut mettre en présence pour développer ces entrepreneurs sociaux-là. Et puis nous, Ashoka, France, nous avons des programmes en propre aussi. C'est-à-dire que nous développons nos propres programmes dans lesquels on incorpore aussi quasiment tout de suite, nativement, cette approche systémique du changement. Je prends un exemple tout bête. Ça ne vous a pas échappé que l'innovation sociale, c'est pas un sujet dont on parle tous les jours au journal de 20 heures. Pour autant, si on le faisait, peut-être que justement, la Réunion n'aurait pas besoin de réfléchir à son indice de bonheur brut. On serait un peu plus tous ouverts, on aurait les chakras un peu plus ouverts pour comprendre justement ce qu'on est en train de mettre en place. Et bien, typiquement, on a décidé depuis 2 ans maintenant d'aller travailler ce sujet de la représentation et représentativité des sujets d'innovation sociale au sein même des médias qui sont une vraie courroie de transmission pour justement modifier la perception, le regard dont parlait tout à l'heure Thomas aussi, cette modification, ce changement de regard, ce changement de paradigme, il est fondamental. Donc ça passe par faire des alliances avec des journalistes. Je prends un exemple tout bête. L'année dernière, nous avons lancé avec La Croix l'Hebdo un numéro spécial dans lequel on a décidé d'envoyer des journalistes de La Croix sur le terrain d'innovation sociale. Mais là, vous vous dites, bon, ok, d'accord, un portrait, 4 pages, c'est super. On voit Anne Charpie de Voisins Malins, Franck Billot de Réseau Éco-Habitat, c'est super, ça change pas la donne. C'est vrai, sauf que nous, on a voulu le faire différemment. On a demandé aux journalistes de La Croix de le faire avec un lecteur de La Croix et de partir en expédition. J'irai me transformer en innovation sociale sur le terrain d'innovation sociale avec justement un lecteur qui n'a pas le même regard qu'un journaliste moi qui ai été journaliste pendant 10 ans, je peux vous dire que quand on va faire un sujet, on a déjà son biais, on sait ce qu'on va chercher, on sait exactement comment on a envie d'angler, ce qu'on veut raconter, même si la déontologie fait qu'on est extrêmement vigilant pour avoir des contrepoints, la plupart du temps, on choisit déjà le sujet sur lequel on veut enquêter, le titre, etc. Or, quand vous avez une personne qui vient avec chargée d'autres choses, comme une abeille d'une autre ruche. Elle vient avec une autre façon de faire du miel. Et bien, la confrontation de cette pluralité de regards donne une vision complètement différente, en fait, sur après l'article et le portrait qui est mis en avant dans la Croix l'Hebdo. Et depuis, bah, la Croix l'Hebdo est en connexion beaucoup plus forte aussi avec ses lecteurs. Donc, comme on a aussi un sujet de confiance dans les médias, on travaille ce sujet de confiance dans les médias, justement parce qu'ils ont traité les sujets d'innovation sociale. Donc, tout à l'heure, je parlais de Prison Break et du plan dans le dos de Michael Scofield. Là, je vous parle de flipper. Parce qu'en fait, c'est un petit peu ce qui se passe. Ça peut être un coup de flipper. D'un seul coup, on envoie sa bille, et puis ça fait bim, 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 bim dans tous les côtés. Tout s'allume, c'est merveilleux, et on arrive en fait à transformer à des endroits qu'on n'avait pas forcément imaginés. Et surtout, je conclurai en vous disant que l'approche systémique, c'est surtout ne pas prévoir ce qu'on veut avoir. C'est se laisser surprendre par ce qui arrive, parce que la plupart du temps, c'est beaucoup plus puissant que l'objectif qu'on s'était fixé. Merci beaucoup Elsa, merci pour de finir avec cette réflexion, de ne pas prévoir ce qu'on veut chercher, éviter le biais.
Je vous rappelle, si vous avez des questions, des réactions, n'hésitez pas à utiliser le chat. On verra si on aura suffisamment de temps pour un temps de questions-réponses. Dans le cas contraire, on adressera les questions à nos intervenants qui pourront répondre et on enverra en compte rendu. On a le mail de tout le monde parce que vous êtes inscrits sur Eventbrite. Donc, on pourra vous envoyer les réponses par mail. On fera au mieux pour pouvoir répondre à toutes les questions. Donc, revenons à Ias qui n'a pas encore répondu à sa question que je vais poser encore. Mais si on revient un petit peu, on a parlé de France, on a parlé de la réunion de territoire global, on a parlé aussi de plusieurs projets différents, de différentes catégories qui soulèvent beaucoup la question du pouvoir d'agir, qui soulèvent beaucoup la question de l'éducation comme brique importante dans le changement systémique. Donc, si on revient un petit peu aux expérimentations, il y a aux observations, en fait, qui nous, chez Active Action, on a pu mener dans l'équipe PV de France, où on a pu agir. Qu'est-ce que l'approche systémique d'Active Action a permis d'améliorer sur ces territoires-là? Est-ce que tu peux nous raconter un peu concrètement qu'est-ce qui peut être amélioré en prenant en considération cette approche systémique dans notre travail de terrain, dans les quartiers politiques de la ville? Oui, bien sûr. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais de nouveau faire un détour sur les éléments de contexte pour venir ancrer un petit peu d'une manière illustrative aussi, effectivement, qu'est-ce qu'une approche systémique peut permettre de changer, de transformer, mais surtout ce qu'elle permet de créer comme condition, puisque on a beaucoup discuté ici, effectivement, on est juste sur cet enjeu-là. Comme je le disais, on a vraiment eu cette démarche intuitive d'intervention dans un premier temps. On a utilisé les éléments de posture, l'interrogation, la posture de réflexivité, d'interrogation, la mise en récit aussi. En fait, fondamentalement, ce qu'on a fait lorsqu'on est arrivé sur les territoires, c'est qu'en fait, on a calqué notre méthodologie, notre ingénierie pédagogique qu'on utilisait auprès des personnes en recherche d'emploi dans le cadre de l'animation de nos ateliers collectifs pour en faire, en fait, finalement, un levier de création de lien de confiance avec les partenaires. Donc, cette méthodologie-là, elle est orientée autour de trois axes principaux. Un, le développement de liens interpersonnels. Donc, comment est-ce que finalement on se connaît mieux d'un point de vue interpersonnel pour accueillir aussi une meilleure connaissance des réalités professionnelles dans lesquelles nos partenaires, les parties prenantes peuvent être prises et créer de la confiance. Parce que c'est aussi l'un des premiers mécanismes de la confiance, c'est aussi mieux se connaître pour ensuite finalement réussir à entrer dans une dynamique d'entraide entre pairs. Donc comment est-ce qu'on capitalise aussi sur les difficultés vécues et perçues par les uns et les autres au sein finalement d'une dynamique collective de résolution de ces difficultés-là. Et enfin, les échanges de bonnes pratiques. Comment est-ce que on s'appuie sur la diversité des expertises autour de la table pour créer de l'innovation. Donc ça, c'est les trois axes principaux avec lesquels on est venu finalement sur les territoires QPV, qu'on a d'ailleurs formalisé et consolidé dans deux formats d'intelligence collective au sein des territoires qui sont le co-apprentissage et le co-développement, qui sont un peu les deux pendants des trois axes que je viens de définir, hein. Donc, co-apprentissage, échange de bonnes pratiques, développement des liens interpersonnels, co-développement, entraide entre pairs. Donc on agit finalement autour de ces deux dimensions-là pour faciliter la coopération territoriale en incluant toujours avec cette volonté d'inclure aussi les habitants du territoire comme étant des acteurs à part entière et comme étant des acteurs qui ont aussi une expertise à faire valoir et à faire nourrir aussi dans les dynamiques collectives. Donc cet enjeu-là a vraiment accompagné le développement de nos antennes dans les QPV, puisque je disais rétrospectivement, on a d'abord été sur les quartiers de Schiltigheim Michiam. Aujourd'hui, on intervient au sein de 25 QPV en France, en Île-de-France, Est Ensemble, Bordeaux Agglomération, Bordeaux Métropole et l'Eurométropole de Strasbourg. Puis en parallèle de ces deux dynamiques-là, qui sont des dynamiques finalement d'intelligence collective, de rapprochement d'identité au sein d'un seul et même espace, on a aussi on a d'abord expérimenté les démarches d'aller vers. Donc, on avait le sentiment qu'il manquait des éléments de compréhension dans le diagnostic qu'on pouvait partager en fait collectivement. Donc, on s'est dit quoi de mieux que d'aller directement sur le terrain, rencontrer les habitants et utiliser les éléments de posture de l'approche systémique qu'on utilise auprès des partenaires, mais avec les habitants également. Donc, pour créer les liens de confiance, faciliter la verbalisation des besoins et des freins qui sont vécus par les habitants
et comment est-ce qu'on consolide ces besoins-là et on les fait remonter au niveau du territoire. Donc en fait, en parallèle de ces dynamiques collectives, on a créé en fait finalement aussi les conditions d'un diagnostic partagé au fil de l'eau des besoins des habitants. Donc ça, pareil, on l'a fait aussi par intuition. Puis évidemment, on n'était pas les seuls à le faire. On s'est beaucoup inspiré aussi de ce que peut être fait au sein des territoires par les différentes parties prenantes. Donc, ces deux dynamiques qui étaient en parallèle. Puis, fin 2023, nous avons clôturé un PIC 100% inclusion, donc le projet territoire au potentiel, qui était un projet d'expérimentation en consortium, cette fois-ci, non pas que autour des actions d'Active-Action, mais avec un ensemble de partenaires sur les territoires. Donc, pour les citer, la Cravate Solidaire Bordeaux et Paris Île-de-France, Empower, le Centre social et culturel Le Galet et Teslab. Donc, nous avons essayé de capitaliser finalement sur notre compréhension commune de l'écosystème, travailler à des outils communs et on a vraiment tenté finalement de décupler un petit peu ce qu'on essayait de faire dans les dynamiques collectives et les diagnostics qu'on pouvait faire à l'échelle d'un consortium. On a fait une enquête, voilà, on a enquêté, on a demandé aux acteurs de se raconter, les parties prenantes de se raconter, de parler de comment est-ce qu'ils ont vécu finalement le partenariat, ce que ça avait apporté pour eux. Et en parallèle, nous avons construit également aussi avec l'aide de Quadrant Conseil un questionnaire administré à l'ensemble des parties prenantes sur le territoire d'intervention, donc un questionnaire autour des dynamiques de coopération territoriale. Alors évidemment, l'idée ici, c'est pas de vous faire une restitution exhaustive et globale des apprentissages de ce rapport, mais peut-être pour vous donner à comprendre ce qu'on peut finalement aussi viser et construire comme cadre facilitant d'un changement systémique grâce à ces éléments de posture et ce travail de compréhension de l'écosystème. C'est que pour la majorité des acteurs qui ont été interrogés et qui ont participé à ces démarches collectives, 80% d'entre eux d'ailleurs déclaraient avoir une meilleure connaissance de l'écosystème à la suite de ces actions. Et quand je parle de meilleure connaissance, c'est-à-dire qu'ils connaissaient mieux personnellement les acteurs, donc des acteurs avec qui ils étaient travaillés déjà depuis des années, mais sans jamais vraiment avoir travaillé à connaître d'une manière interpersonnelle ces individus-là, ce qui a facilité en fait la compréhension, une meilleure compréhension de leurs pratiques professionnelles, de leurs contraintes, de leurs difficultés, de leurs objectifs également, ce qui, in fine, a facilité de nouvelles idées de collaboration. Donc, de nouvelles idées de collaboration ont émergé et une envie aussi forte de ces acteurs-là de s'engager vers plus de projets collaboratifs. Quand on parle de ces sujets-là, on a l'impression que finalement, on ne travaille que sur les coopérations. Ce qui est important aussi de noter, et là où je voulais en venir aussi, c'est que coopérer pour coopérer n'a finalement que peu d'intérêt. La coopération doit toujours finalement être au service, nous, ce qu'on appelle de l'amélioration des conditions de vie des habitants, des dynamiques de transition. Enfin, on peut utiliser plein de termes différents, mais l'idée, c'est de se dire, encore une fois, et comme tu le disais très bien, Thomas, c'est créer des conditions du changement systémique. Donc, pour nous, ça, c'est des conditions du changement systémique grâce aux éléments de posture et à l'approche systémique. Surtout que grâce aussi au diagnostic partagé des besoins dans les allées verts et la formation, puisqu'on a aussi fait de la co-formation avec les acteurs qui étaient intéressés par cette démarche, on a réussi finalement à croiser ces deux dimensions. Un, on coopère mieux. Deux, on identifie mieux les besoins des habitants. Et trois, finalement, on fait un diagnostic plus précis et on construit des actions au regard de ces dynamiques-là. Ce qui a permis très concrètement de lever des freins de manière beaucoup plus efficiente. Donc, il y a eu des co-constructions d'actions assez expérimentaux finalement où on travaillait sur différents freins pour améliorer soit l'employabilité des habitants, soit le pouvoir d'agir, soit le développement de projets citoyens, personnels, professionnels. Donc, peut-être pour terminer sur cette dynamique, Thomas, tu as dit comment est-ce qu'on atterrit. C'est vrai que c'est une grande question, la manière dont on atterrit, c'est-à-dire que là, on a effectivement un apprentissage, donc on s'est rendu compte effectivement que notre approche systémique fonctionne, en tout cas si on regarde d'un point de vue direct, voire plus ou moins indirect de nos actions, l'idée, c'est comment est-ce que finalement on transfère ces apprentissages-là auprès de l'écosystème. C'est pour ça qu'on est très content très heureux d'avoir pu avoir l'appui de la Fondation EDF et du Fonds social européen sur le projet Impact Collectif, puisque l'objectif aujourd'hui, c'est justement de formaliser nos outils d'approche systémique, d'enclencher les dynamiques collectives en construisant des communautés d'impact collectif sur les territoires et en proposant des modèles d'observation et de diagnostic partagé de notre changement collectif. Donc, en fait, on sort finalement du regard juste d'Active Action et du consortium pour aller vers finalement
une réponse collective au sein de l'ensemble des quartiers politiques de la ville. Merci beaucoup Yas, merci Thomas, merci Elsa pour ces exemples concrets. Et je suppose qu'il y en a plein d'autres, mais le temps passe trop vite, il est 13h37. Donc il va falloir qu'on se dépêche parce que nous avons une dernière question. Et si jamais, je vous rassure, si jamais on n'a pas le temps, questions-réponses, vous pouvez nous envoyer vos questions aux intervenants et on va les adresser et on demandera gentiment s'ils ont le temps de répondre. Mais bon, vu les sourires, je pense qu'ils vont pouvoir les répondre. Et je passe la parole à Inès pour la troisième question et on demandera aux intervenants pour cette troisième question d'essayer voilà, de garder entre 3 et 4 minutes. OK? Merci. Merci beaucoup, Diane. Bah, du coup, la dernière question qu'on souhaiterait vous poser, c'est la même pour tous les trois, du coup, et ça serait, quels sont selon vous les deux facteurs clés de succès et les deux points de vigilance, à votre avis, à tenir en compte pour qu'une démarche d'impact collectif puisse profiter aux habitants d'un territoire? Donc, je vous laisse la parole, Thomas. Est-ce que ça vous va? On n'a pas le micro, Thomas, désolé, encore. Je voulais compléter le sentiment de faim atroce que certains d'entre vous ont peut-être. Euh, je voudrais rappeler que nous, on regarde ces questions de changement systémique comme des évaluateurs, c'est-à-dire qu'on les regarde beaucoup par les résultats, par les conséquences, par les effets, et peut-être moins par des aspects de disciplinaires, etc. Ce qu'on constate beaucoup quand on travaille avec des initiatives alors qu'on dit à visée systémique, c'est qu'elles ont souvent tendance à prendre les problèmes qu'elles veulent régler par un bout ou par l'autre, donc par le bas du gâteau ou par le haut du gâteau. C'est-à-dire, très souvent, elles vont se concentrer sur le type de changement qu'il faudrait voir advenir sur la société idéale. Donc, c'est quoi une société décarbonée? C'est quoi une société dans laquelle on vit tous ensemble? C'est quoi une société dans laquelle on a enlevé les inégalités, etc. Où tout le monde aurait un toit, par exemple. Et ça prend énormément d'énergie et c'est essentiel parce que c'est un des moteurs de ces initiatives. On le fait parce qu'on veut changer le monde. Ou alors, elle se concentre beaucoup sur ce qu'il faudrait faire selon eux. Il faut faire des ateliers, il faut que l'atelier dure 37 minutes, 38 minutes, il faut qu'il y ait un intervenant, deux intervenants, il faut que ça soit fait dans tel cadre, etc. Et par ailleurs, cette solution, c'est celle qu'on veut faire financer. Donc, on la présente aussi. Même quand on a une pensée systémique, on a tendance à la penser, à la montrer de façon très linéaire, quoi. Ça va faire ci, ça va faire ça, ça va avoir tel impact. Et évidemment, on est les meilleurs pour ça. S'il vous plaît, donnez-nous de l'argent parce que sinon, on ne peut pas le mettre en place. Nous, on est des évaluateurs. Ce qui nous intéresse beaucoup, c'est le milieu. C'est ce qui fait le lien entre ce qu'on va faire et à quoi on voudrait arriver. Et donc, les ingrédients qu'il y a là-dedans, et puis les mélanges, la façon dont on mélange les ingrédients. Hein, parce que pour ce gâteau-là, hein, si vous mettez les œufs, le chocolat, la farine dans un bol, ça fait pas le gâteau, quoi. Hein. C'est la façon de le mélanger, c'est assez important. J'arrête avec la nourriture. Euh, Notre logique, ça va être de dire s'il y a des choses importantes ou des points d'attention, c'est de toujours mélanger les ingrédients de ces changements systémiques. Nous, on met en avant quatre grands types d'ingrédients qui ont été cités, hein, à la fois dans ce qu'a dit Elsa, dans ce qu'a dit IAS. Un ingrédient qui est la coopération, le travail en collectif, la gouvernance, c'est-à-dire comment on construit des coalitions d'acteurs qui vont dans une même direction, qui s'accordent sur les points importants, qui sont capables de bouger, d'accepter des pertes de pouvoir pour certains ou des pertes de position pour qu'on arrive à une meilleure situation. Ça, c'est un point important, mais comme a dit Ia, si on fait que de la coopération, en fait, à un moment, on est bloqué. Le deuxième point pour nous, c'est innovation, expérimentation, parce qu'on n'est pas équipé pour gérer les problèmes sur lesquels on intervient, parce qu'on prend des nouvelles perspectives.
Souvent, le problème, c'est pas trop d'avoir des nouvelles solutions, c'est comment est-ce qu'on fait fonctionner ces solutions sur le terrain ou comment on fait en sorte qu'elles s'élargissent ou comment en fait on fait en sorte que ces solutions, elles règlent les problèmes. Hein, ça fait très longtemps qu'on sait qu'il faut isoler les bâtiments. Le problème, c'est comment est-ce que ça devient un changement global. Il y a des choses qui se passent en Irlande aujourd'hui et qui sont incroyables parce qu'ils ont trouvé une solution. Et je suis pas sûr que ça marcherait chez nous. Troisième ingrédient, c'est les mécanismes d'apprentissage et de stratégie, c'est-à-dire comment est-ce que on apprend de ce que l'on fait et comment on apprend de nos apprentissages, c'est-à-dire comment est-ce que finalement on va au-delà du fait de dire ah bah oui ça marche ou pas pour se dire mais comment est-ce qu'on change les choses. Les récits qui sont essentiels pour nous dans les transitions, comme l'a dit Elsa tout à l'heure, sont essentiels aussi comme une façon de transformer des apprentissages comme une arme politique. Donc une façon de présenter le monde différente qui permet d'intégrer des gens. Et puis pour nous, un quatrième ingrédient qui est essentiel, qui est l'institutionnalisation, c'est-à-dire comment est-ce que on fait rentrer les innovations, les coopérations, les pratiques nouvelles, les apprentissages dans le système pour changer le système de l'intérieur et arriver à une nouvelle solution. Alors, on voit énormément d'initiatives de transition pour prendre le domaine qui m'intéresse le plus, qui restent à côté, qui finalement sont bien aussi dans un monde à part et qui finalement n'arrivent pas à changer les systèmes parce qu'elles restent à côté sans réussir à créer un autre système à côté. Donc nous, c'est un peu ces points-là qui sont essentiels. Euh, J'ajouterais, mais en 2 minutes, en 1 minute, que pour nous, un des gros enjeux, enfin, une des bascules qu'il y a aujourd'hui, c'est que il y a 10-15 ans, quand on travaillait avec des initiatives à visée systémique, elles n'avaient jamais entendu parler de changement systémique. À la limite, elles allaient le prendre extrêmement mal, de façon extrêmement défiante si on arrivait avec des éléments théoriques. Et finalement, la systémie arrivait comme une façon de consolider des apprentissages déjà faits. Donc c'est typiquement ce que IAS a raconté, hein. On est tous des Monsieur Jourdain, on fait de la prose sans le savoir. L'exemple majeur de ça, c'est la Fabrique des transitions, hein, sur les transitions écologiques, qui est partie de l'expérience de Los Angeles et d'autres villes et qui s'est servi de la systémie pour monter en puissance et créer des lignes directrices de la guidance sur ces sujets. Euh, et là, on passe à une situation dans laquelle les gens sont ouverts à la possibilité de penser de façon systémique relativement tôt. Et ce que vous voyez à l'écran, c'est un clin d'œil notamment à IAS et à ActiveAction. C'est un jeu de cartes que l'on a commencé à développer il y a un petit bout de temps et qui est en train de prendre forme, dans laquelle on peut justement essayer d'aider des acteurs à construire des chemins de changement systémique. Alors, quand on dit construire des chemins de changement systémique, c'est des chemins qui nécessairement intègrent les quatre ingrédients dont on a parlé, qui sont des chemins qui sont propres à chaque structure. Donc, chacun peut construire son chemin. J'ai pas mis chacun sa route, chacun son chemin comme chanson, mais au départ, mais ça pourrait être, qui sont des chemins qui peuvent être multiples et parallèles, et surtout qui sont des chemins qui sont itérables et modifiables au cours de temps, et au fur et à mesure, notamment, que l'on gagne en maturité dans son changement systémique. Je termine sur ce point. On crée des conditions pour le changement systémique, mais on crée aussi des conditions pour se permettre de monter en puissance. Quand on est un petit groupe avec quelques acteurs, un acteur clé qui bouge et un petit groupe autour, c'est pas la même chose que la situation dans laquelle on a un système d'acteurs qui sont prêts à bouger. Et donc, l'enjeu, ça n'est pas forcément de vouloir faire tout de suite, c'est de progressivement construire les conditions qui nous permettront d'aboutir à des changements de grande ampleur. Et c'est à ça que l'on voudrait arriver. Voilà, je termine juste avec cette diapo qui est issue de la dernière publication de la Fabrique des transitions sur la mise en récit. Je pense que comme Elsa, comme Ignace, je pense que c'est un point essentiel. Et je vous encourage à aller la voir, je mets le lien dans le chat. Merci beaucoup, Thomas.
Alors, je laisse la main à Elsa. Si tu- Ouais, je vais faire court pour qu'on puisse avoir un petit échange. Vous dire qu'en fait, le passage à l'échelle de l'approche systémique par la réplique de quelque chose d'existant ne fonctionne pas. Voilà, je tiens à vous le dire. Pour toutes les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, qu'il y a aussi l'interprétation des différents éléments et que en ça, pour continuer à filer la métaphore culinaire, il y a une question de dosage. Donc, il faut avoir son verre doseur aussi sur ces différents ingrédients. Trop de sel, c'est trop salé. Trop de sucre, c'est pas bon pour la santé non plus. Donc, tout est une question d'appréciation aussi pour tout ça. Les deux données essentielles à garder en tête, c'est le temps long. Alors, dans un monde contracté qui est dans une immédiateté permanente, où un sujet en chasse un autre, ou une nouvelle approche en chasse une autre, il faut vraiment s'inscrire dans un temps long. Donc, ce temps long, il passe aussi par une autre donnée essentielle qui est la création de la confiance, qui est aussi pour moi une valeur institutionnelle très forte. Donc ça, et la confiance, ça passe, c'est comme l'amour, par des preuves de confiance régulièrement. Donc ça veut dire qu'en termes de communication, il faut être aussi très soucieux d'être non pas dans une transparence, hein, mais dans une clarté des actions, dans une clarté des intentions régulièrement vis-à-vis de ses interlocuteurs pour pouvoir continuer à avancer dans ce temps long. Parce que justement, comme le soulignait Thomas, comme c'est des processus itératifs où on peut revoir sa copie régulièrement, il faut quand même que les parties prenantes qui soient autour de la table soient dans un vrai climat de confiance pour pouvoir justement déployer ces changements à visée systémique. Et ça me permet d'aller sur les deux écueils dans lesquels je pense qu'il ne faudrait pas tomber pour répondre à la question qui nous était donnée. Un, les coopérations, surtout qu'elles ne soient pas subies, en rapport avec ce que je viens de poser sur la question de confiance, parce que si elles sont subies, ce sera même très contre-productif et ça enverra un backlash énorme, non seulement pour le changement systémique visé, mais aussi pour l'intégralité des parties prenantes qui peu ou prou correspondent un peu à un des interlocuteurs. Donc, ça va backlasher sur tout le monde. Et on peut s'interroger aujourd'hui sur ce qui se passe au regard justement de l'écologie, la manière dont l'écologie est perçue en France aujourd'hui. Donc ça pose question en fait d'envoyer un curseur parfois trop fort à certains endroits quand tout le monde n'est pas au même niveau de maturité et de compréhension par rapport à sa propre perception de ce que sont ces sujets-là. Et puis je reviendrai aussi vraiment sur une autre notion, c'est de ne pas imaginer que le quanti fait foi dans l'approche systémique. Et comme nous sommes dans un très héritier d'une approche capitaliste où on ne regarde tout que par les chiffres, c'est extrêmement important aussi de ne pas tomber dans cet écueil-là, de penser que le monitoring ou la mesure d'impact du changement systémique va se voir uniquement au nombre de personnes couchées, ou en tout cas à des chiffres, à de la quantité, mais elle doit être appuyée aussi, c'est fromage et dessert, on continue dans la métaphore culinaire, fromage et dessert, il faut également beaucoup de qualitatif et du qualitatif sur du long terme avec des études longitudinales, donc associer les sciences humaines à l'intégralité en fait des mesures d'impact qui sont faites pour la notion de systémie. Voilà. Merci beaucoup, Elsa. Je te laisse la main, Yes, pour... Ouais, merci beaucoup. Je vais aussi essayer d'être court pour faciliter les potentiels échanges. Euh, alors, je vais pas répéter ce que Thomas et Elsa vous avez dit, qui me paraît effectivement extrêmement pertinent. Il y a peut-être une dynamique, moi, que je vois, alors plutôt autour de la question peut-être du diagnostic partagé, qui me semble être un levier très intéressant justement pour créer de la capacité d'agir parce qu'on comprend mieux les écosystèmes dans lesquels on évolue et surtout parce qu'en fait on partage aussi la même compréhension, c'est-à-dire que même si on a des représentations et des croyances différentes, on tend quand même finalement à partager ce socle commun. Sur lequel on peut s'appuyer collectivement pour mettre à distance des biais, des, euh, des, des facteurs de frein aussi au changement. Autour de cette question du diagnostic, moi, peut-être l'écueil que je vois, c'est éviter les écueils d'effet de boîte noire de l'expertise. Je vais essayer de m'expliquer quand je parle de boîte noire. Euh, Évidemment que quand on crée des dynamiques de changement, on essaie d'inclure les parties prenantes. On ne peut évidemment pas inclure l'ensemble des parties prenantes d'un territoire. On essaie d'être exhaustif et de créer des échantillons représentatifs, mais c'est aussi beaucoup basé effectivement sur, comme tu le disais, Elsa, sur les coopération choisie et non pas contrainte. Donc l'idée, c'est aussi de se dire en fait à quel moment finalement on arrive à ouvrir la boîte en accueillant peut-être de nouveaux acteurs, d'autres regards,
une autre expertise et surtout comment est-ce qu'on fait pour que finalement l'écosystème apprenne de lui-même. Évidemment qu'il faut des dynamiques d'innovation, d'expérimentation, d'impact collectif, d'approche systémique pour pouvoir lancer finalement les expérimentations. Donc souvent, on a des structures ou des acteurs qui sont un peu gestionnaires de projets, qui vont orienter l'animation de groupe, qui vont faire les comptes rendus, qui vont transmettre les apprentissages. Moi, je crois beaucoup effectivement aussi aux éléments de preuve, Elsa. Comment est-ce qu'on transmet des livrables, des éléments d'apprentissage pour raccrocher aussi avec le territoire. Il me semble qu'il faut être particulièrement sensible et vigilant au moment où on lâche finalement un petit peu la question de la gestion de projet. Comment est-ce que finalement on arrive à décupler ces dynamiques-là au sein du territoire? Donc il y a la question de la culturation. On peut penser des expérimentations de co-formation à l'approche systémique, aux éléments posture. Comment est-ce que chacun individuellement, on est en capacité d'aller faire son propre diagnostic et comment est-ce que chacun individuellement, on peut mettre ces éléments de diagnostic finalement dans l'assiette collective. Et je reviens encore une fois sur la question du repas de midi, mais sur l'assiette collective finalement de la compréhension globale. Donc il y a vraiment cette question-là autour des écueils de boîte noire que je pressens. Je n'identifie pas encore, c'est-à-dire que je ne l'observe pas pour le moment, mais en tout cas, je pressens que ça peut devenir un enjeu à un moment donné. Et la question aussi du flou. Là, on parle d'approche systémique. Si on n'ouvre pas la boîte noire, ça peut paraître extrêmement flou d'un point de vue extérieur, avec le sentiment qu'il y a une forme d'entre-soi, de la construction d'une espèce de connaissance un petit peu entre quelques acteurs, ce qui peut potentiellement créer des éléments un petit peu contre-productifs. Donc voilà, c'est un petit peu les éléments que je perçois en termes de vigilance, mais également aussi du coup en termes de facteurs de succès qui y répondent. Merci beaucoup, Yes. Merci à tous les trois intervenants. On n'a plus beaucoup de temps et donc de ce faire, je vais passer la parole à ma collègue Diane pour en conclure. Comme dit, bah, du coup, on a vu qu'il y avait quelques questions sur le chat. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les inclure sur le chat dès maintenant. Indiquez bien votre intervenant auquel vous vous adressez ou les intervenants, juste pour qu'on puisse du coup rediriger vos questions euh, aux intervenants spécifiques et puis qu'on puisse vous envoyer toutes les réponses à ces questionnements par la suite de ce webinaire aujourd'hui. Donc, je te passe la parole, Diane. Merci, Merci. Inès. Et aussi, avant de faire une conclusion finale, il nous reste 6 minutes. Je vous propose de répondre. Bon, on a parlé vraiment de plusieurs aspects de l'approche systémique. On a parlé des différents territoires. On est allé beaucoup au-delà des quartiers politiques de la ville, mais à la fois, on peut en fait apprendre en fait avec ces expériences d'ailleurs pour comprendre le fonctionnement des territoires, parce que ça reste quand même un territoire comme tous les autres, hein, avec ses richesses, ses difficultés, ses freins, et spécificités, pardon. Donc, je vous propose un dernier check-out, un sondage de sortie. Inès, est-ce que tu peux lancer le check-out? Ah, bon, sinon je lance. Si tu veux bien, je n'ai pas la main sur. Vas-y, je vais le faire, Parfait. Le sortie, lancer, et je vous laisse répondre. Est-ce qu'après ces webinaires, vous sentez avoir acquis de nouvelles connaissances sur le sujet, rassuré dans les connaissances que j'avais déjà, ou au même niveau de connaissances qu'au départ? Allez, vous avez 5 secondes pour répondre à cette question. Je vous propose de répondre. L'idée étant, bien sûr, de comprendre un petit peu. On vous libère bientôt pour aller manger. Donc, nous avons plutôt avoir acquis de nouvelles connaissances sur le sujet. On a parlé beaucoup d'humilité aujourd'hui, de boîte noire, d'expertise. En effet, je pense qu'on apprend tous les jours. On va acquérir des connaissances tous les jours. Hop, je vais vous proposer, donc attendez, de mettre fin au sondage et de vous partager hop, les résultats. Et vous allez voir qu'on a plutôt un avoir acquis des nouvelles connaissances sur le sujet. Voilà, quelques personnes sont rassurées, quelques personnes ont besoin d'un deuxième webinaire
pour monter un niveau de connaissance. Donc, c'est bien, ça nous donne du pain à la planche et on pourra en proposer d'autres temps. Donc, c'est trop bien. Merci beaucoup pour vos réponses. Je vais juste faire une petite capture d'écran. Je vous raconte ma vie en direct pour pouvoir regarder ces informations. Hop. Et j'arrête mon partage pour qu'on puisse... Bon, c'est bon, j'ai arrêté mon partage. Donc, merci beaucoup à tous et toutes. Merci aux 3 intervenants qui ont enrichi en fait ces webinaires. Nous avons eu des échanges vraiment très enrichissants sur les questions d'approche systémique, dont les QPV, en dehors des QPV, sur des territoires différents. Ces réflexions, elles nous ont permis en fait de mieux comprendre l'importance d'agir de manière concertée, en prenant en compte la diversité des acteurs, les dynamiques locales, les besoins spécifiques de chaque territoire. L'approche systémique, en effet, à ce que j'ai pu entendre aujourd'hui, nous invite à sortir un petit peu des silos, en fait, à favoriser davantage les connexions plus profondes, à adopter une vision de long terme, hein, ce qui a été dit aussi par nos intervenants, pour des solutions durables et innovantes. Les initiatives que vous avez partagées aujourd'hui montrent qu'en mobilisant les ressources locales, et si on implique les habitants, si on crée des synergies, il est possible d'apporter des changements significatifs sur les territoires. Bien sûr, ça ne s'arrête pas là. On a parlé à plusieurs fois que c'est un sujet large et qui demande vraiment beaucoup d'expérimentation, d'apprentissage. Je vous invite à continuer ces échanges, à partager vos retours d'expérience si vous souhaitez nous contacter chez Active Action, à envisager ensemble des collaborations futures. C'est aussi l'occasion de faire connaissance, de collaborer ensemble, de créer des synergies. Ces webinaires, il est vraiment une étape, peut-être dans un processus beaucoup plus large, beaucoup plus collectif. Encore un grand merci à nos intervenants pour leurs précieuses contributions. Personnellement, je rentre plutôt dans la catégorie, j'ai appris plein de choses. Ainsi qu'à vous tous, les participants, pour votre engagement. Nous espérons que vous repartez avec des idées nouvelles, des outils concrets pour vos projets, ou tout simplement de l'inspiration, à part la fin, bien entendu. Bonne continuation à tout le monde. À très bientôt et n'hésitez pas à nous contacter. On va peut-être laisser notre adresse mail, Inesh, dans le chat si jamais vous voulez nous envoyer des questions après. Et bon appétit tout le monde! Et bon appétit tout le monde. Très bien. Merci à tous, merci à toutes. Bon appétit. Merci à tous et à Merci. toutes. Au revoir. Au revoir. Merci Merci à tous. Thomas. Merci Merci Thomas. Thomas. Ciao. À Ciao. À bientôt. bientôt. À À très bientôt. vite. Allez, Je regarde s'il y a des questions au dans le revoir à chat tous. pour copier. J'ai copié au fur et à mesure, normalement. D'accord. Donc, Ok. Je pense qu'il y a encore des personnes connectées. On va attendre un petit peu, je 2 minutes. Peut-être qu'on peut vais couper arrêter l'enregistrement aussi. l'enregistrement, exact. Ah oui, on peut couper l'enregistrement. En effet. Arrêter l'enregistrement.